Grande édition du journal sur la RT Éduc, Madame, Monsieur, bienvenue. Au sommaire, assurer un repas aux élèves pour mieux les maintenir à l'école. À Kinshasa, la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raissa Malou, a reçu le nouveau représentant du programme alimentaire mondial afin d'accélérer la mise en œuvre des cantines scolaires gouvernementales, un pilier de la gratuité et du développement local. La structure School Up mobilise la jeunesse congolaise sur la culture de l'entrepreneuriat. C'était au cours d'une matinée organisée ce mercredi à Kinshasa en partenariat avec Ingenious City. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis, la République démocratique du Congo renforce son dispositif de sécurité sanitaire face à la progression de la fièvre aphteuse dans la sous-région. Les autorités suspendent toutes les importations de bovins et produits d'élevage en provenance d'Afrique du Sud. Objectif, protéger les cheptels nationales et éviter toute propagation de cette maladie hautement contagieuse. Bienvenue à tous, place à présent au développement des titres. En RDC, la question de l'alimentation scolaire est au centre des priorités éducatives. La ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et universitaire, Raissa Malou, a échangé ce mercredi avec le nouveau représentant du programme alimentaire mondial en RDC, David Stephenson. Au cœur de cette rencontre, l'opérationnalisation des cantines scolaires gouvernementales sur toute l'étendue du territoire national. Un projet stratégique pensé comme un levier concret pour maintenir les élèves à l'école, soutenir la gratuité de l'enseignement primaire et améliorer les conditions d'apprentissage, surtout dans les zones les plus vulnérables. Le PAM a salué l'adoption de la stratégie nationale de l'alimentation scolaire et réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement dans sa mise en œuvre. Pour l'institution onusienne, nourrir l'élève, c'est aussi renforcer sa capacité d'apprendre. J'ai eu l'opportunité d'exprimer mon appréciation pour la collaboration entre le Programme alimentaire mondial et le gouvernement de RDC. Nous avons discuté le programme de cantine scolaire. Le Programme alimentaire mondial donne son appui à peu près 250 écoles dans 3 provinces. Et le gouvernement est en train d'augmenter le programme national ici en RDC. J'avais exprimé notre disponibilité de continuer notre appui au niveau de politique et au niveau de financement. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale a rappelé que les cantines scolaires traduisent une vision portée par le chef de l'État, faire de l'école un espace de protection, d'épanouissement et de développement local en s'appuyant notamment sur l'agriculture communautaire. Les échanges ont également porté sur la journée africaine de l'alimentation scolaire prévue le 1er mars à Kalemi, une occasion de mobiliser partenaires et communautés autour d'une même ambition, garantir à chaque enfant congolais un repas à l'école et une chance de réussir. Jeunes entrepreneurs, étudiants et élèves finalistes ont pris part à cette rencontre organisée à Kinshasa dans un esprit d'échange et de partage d'expériences. Moment phare de l'événement, la keynote de Pascal Kaniki, axée sur le thème « Entreprendre avec les moyens des bords de la RDC vers l'Afrique ». Le CEO de la School Up a expliqué comment il est parvenu à mettre en place sa start-up, aujourd'hui valorisée en plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires. À travers son discours, il a encouragé les jeunes à croire en leurs idées, même avec les ressources limitées. L'idée, ce n'était pas que pour les jeunes, les entrepreneurs ou étudiants, c'était aussi pour ces acteurs qui nous ont soutenus, notamment dans la présidence, à travers le coordonnateur des Indiens qui est là, et surtout le président de la République. Et ces acteurs-là voient que nous n'avons pas disparu. Nous étions en plein travail, et on est allé en Afrique. Il fallait revenir, assurer ceux qui nous ont soutenus que nous ferons aussi notre travail. Notre travail est de revenir dans ce même écosystème et d'apporter aussi un coup de pouce. Et nous ont donné des coups de pouce. Il est de notre devoir de revenir et de près qu'on gagne, qu'on dise comment on est de Ingenious City, peut-être à continuer à pousser encore les jeunes pousses.
excusez-moi la tautologie, mais c'est ça notre idée en fait, c'est ça notre conception de l'écosystème. Nous avons été soutenus, c'est à notre tour de venir aussi soutenir nos aînés qui ont cru en nous, qui doivent voir que nous n'avons pas abandonné cet écosystème. Puis est venu le temps fort de la matinée, le lancement officiel de la Scholap Academy. Cette nouvelle initiative vise à offrir aux jeunes une formation pratique en entrepreneuriat, afin de les accompagner dans la concrétisation de leurs projets. Démarré en République démocratique du Congo, Scholap est aujourd'hui implanté dans plusieurs pays africains, notamment au Kenya, au Burkina Faso et au Bénin, confirmant ainsi son ambition continentale. À travers cette initiative, les organisateurs attendent renforcer l'écosystème entrepreneurial et encourager la jeunesse congolaise à devenir actrice de son propre développement. Lancé en septembre 2025 par la Première ministre, puis l'étape du jury, lancée cette fois-là en janvier de cette année 2026 par le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, le processus de la valorisation des acquis de l'expérience se poursuit sans désemparer à la grande joie des professionnels de métier qui y participent déjà. Ce mardi 24 février 2026, pour plus d'efficacité, Maître Marc Kilali Kombo a tenu une importante réunion avec l'ensemble des acteurs concernés. Son cabinet, l'administration de son ministère, les points focaux de professionnels de métier ainsi que les partenaires, à l'exemple de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. L'objectif était d'évaluer ce qui est fait jusque-là et comment renforcer l'efficacité pour l'atteinte des objectifs. Deo Okakisidi, conseiller du ministre d'État et au nombre de ceux qui y travaillent. Cette réunion, c'est une conséquence d'une évaluation de la dernière qu'on a faite, parce qu'on a reçu beaucoup d'exigences et qu'il faudrait tenir compte. C'est pourquoi le ministre a voulu rassembler tous les partenaires, tous celui qui a un lien avec la VAE, entre autres l'administration, les points focaux, les spécialistes, les professionnels des métiers, les corporations de métiers, la FEC. C'est comme ça que nous nous sommes réunis aujourd'hui et nous nous sommes mis d'accord sur certains points. Cette réunion est saluée à sa juste valeur côté points focaux et partenaires, représentés ici par Idriss Bagona et Malonzozi. Processus c'est ce qui est vraiment malade. Makamnyo se bandaka ezalaka toujours moi na bakoko sonango, mais makambo oyo formation professionnelle azoye la biso ezaneti makambo ezoleka na mboka ya bapaya. Tango balobelaki makambo ya VAE biso to comprenaki yango te po ezelo na nesaima na mboka te, mais tango tokomi na makambo ya jury, c'est là où compréhension bandi kokota. C'est important en termes de qualification, en termes de montée en qualité dans l'employabilité des personnes, même pour les salariés. Donc, le ministère de la Formation professionnelle ne s'arrête pas simplement au citoyen lambda qui veut faire reconnaître ses compétences, mais le ministère aussi a pour objectif de pouvoir faire intégrer la VAE dans les stratégies de ressources humaines des entreprises, parce que le salarié aussi, qui a eu une compétence avérée pendant des années, mais qui n'a pas eu une qualification reconnue officiellement, pourra prétendre à cela. Et ça, au niveau des directions des ressources humaines, aideront pour tout ce qui est mobilité professionnelle au sein de l'entreprise. Il faut rappeler que la valorisation des acquis de l'expérience est une mesure qui permet à toute personne, quel que soit son âge, son niveau d'études ou son statut, de faire valider les acquis de son expérience, ceci en vue d'obtenir une certification professionnelle. Accélérer la transformation locale des minéraux et positionner la RDC dans l'économie mondiale des batteries électriques, c'est l'enjeu de l'audience accordée à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa Tuluka aux responsables du Conseil congolais de la batterie et du Centre du commerce international. Au cœur des échanges, un partenariat stratégique destiné à développer les chaînes locales de valeur, de l'extraction à la transformation des minéraux utilisés dans la fabrication des batteries électriques. Pour le Conseil congolais de la batterie, cette collaboration apportera à la RDC une expertise technique internationale et un accès au marché afin de concrétiser l'ambition nationale de ne plus exporter uniquement des matières premières brutes, mais produire localement et créer de la valeur. Il s'agit de présenter à son Excellence Madame la Première ministre un partenariat
avec le Centre de commerce international, ou ITC, International Trade Center en anglais, basé à Genève, agence des Nations Unies, qui va nous appuyer dans la réalisation de notre mission, à savoir le développement des chaînes locales de transformation de minerais dans le cadre de la fabrication de batteries électriques. On va profiter de leur expertise, de leur réseau, pour réaliser le plan de la RDC, en fait, via le Centre congolais de la batterie. Du côté du Centre de commerce international, agence conjointe de l'ONU et de l'Organisation mondiale du commerce, l'approche est claire. Accompagner le gouvernement congolais dans la transition énergétique, fédérer les secteurs clés et renforcer les partenariats publics-privés. Le rôle du Centre de commerce international, nous sommes axés sur le international, sur le régional, et nous venons ici avec un seul objectif, celle de travailler ensemble avec tous les acteurs, y compris bien sûr les acteurs des Nations Unies qui sont déjà ici et qui travaillent depuis plusieurs années dans la question. La chef du gouvernement a pour sa part réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir ce projet structurant. Détentrice de près de 70% des réserves mondiales de cobalt, la RDC veut désormais passer à l'étape suivante, transformer sur place et s'insérer durablement dans les chaînes de valeur mondiales. Cette dynamique s'inscrit dans la vision portée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, matérialisée notamment par la création du Conseil congolais de la batterie en 2022. Objectif affiché, faire des minéraux stratégiques un moteur d'industrialisation, d'emploi et de croissance au service du développement national. Kinshasa, la capitale congolaise, vit au rythme d'une vaste opération de contrôle des documents de bord des véhicules, une initiative de l'hôtel de ville visant à fluidifier la circulation avec l'appui de la police ville de Kinshasa. Dans ces opérations, la police, notamment des circulations routières, est impliquée, chose qui attire l'attention de l'inspection générale de la police. Ainsi, pour garantir que cette mission ne s'écarte pas de son cadre légal avec la présence des éléments de la police, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiave, a pris le devant. Lancé ce lundi 23 février, tout a commencé dans la matinée au cabinet de l'inspecteur général. Devant un parterre de chefs d'équipe, le général Patience Mouchidiave a donné ses orientations claires. Pas question de laisser place à l'arbitraire. Votre mission est de suivre comment travaillent les éléments de la police qui accompagnent les agents de l'hôtel de ville. Dans quelles conditions travaillent-ils et au besoin corriger le faille que vous aurez à constater, a martelé le patron de l'IGPNC à ses hommes. Aujourd'hui, si vous êtes en train de descendre sur le terrain, c'est pour bien accompagner les mesures que le gouvernement congolais a prises concernant nos chauffeurs. Votre mot aujourd'hui, c'est de dire à celui qui n'est pas sur les rails que non, vous devez faire ceci. Un déploiement sur les 4 districts aussitôt, le briefing terminé. Les inspecteurs ont investi les artères de la mégapole. De la Lukunga à la Tchangou, en passant par la Funa et les monts en bas, le dispositif de surveillance a couvert l'ensemble de la ville. Sur chaque point de contrôle, les inspecteurs de l'IGPNC ont observé, scruté et évalué l'interaction entre les forces de l'ordre, les agents urbains et le conducteur. Un bilan globalement positif malgré quelques frictions. Sur le terrain, les conseils rassurants. L'opération se déroule globalement dans le calme. Cependant, la mission des inspecteurs s'est avérée cruciale là où des tensions commençaient à poindre. À plusieurs reprises, des incompréhensions entre les agents de l'ordre et certains usagers de la route ont nécessité l'intervention pédagogique des inspecteurs. Grâce à leur médiation, ces situations ont été décantées sur place, rappelant à chaque partie ses droits et ses devoirs. Par ces déploiements, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiave, réaffirme la volonté de l'inspection générale de faire de la PNC un corps d'élite respectueux des droits des citoyens et des lois de la République, en surveillant les conditions de travail des policiers et en corrigeant le dérapage en temps réel. L'IGPNC s'assure que l'ordre public ne s'efface jamais au détriment de la loi. Pour le Quinois, la présence de l'IGPNC sur le terrain est un signal fort. La police s'auto-évalue pour mieux servir. Le manque d'électricité dans le territoire de Sakania, Kasenga et Pueto inquiète au plus haut point le député national Serge Condé. Selon lui, il est inconcevable que ces entités à forte vocation minière, contribuant aux recettes du trésor public,
continuent d'être privés d'énergie électrique. Pour obtenir des clarifications, l'élu du Haut-Katanga a adressé une question écrite au ministre en charge de ressources hydrauliques et électricité. Ce dernier devra s'expliquer devant la représentation nationale sur l'incapacité de la Société nationale d'électricité à desservir ces 3 territoires stratégiques. Aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux en général en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans ma province, le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, qui est composé de 6 territoires, aujourd'hui n'a que 3 territoires éclairés par la Société nationale d'électricité, ce qui est inconcevable. Et nous avons 3 territoires aujourd'hui dans le noir, pendant que ces territoires sont à vocation minière. Ce sont des territoires qui donnent des moyens, des ressources à la République démocratique du Congo, mais on ne peut pas accepter que ces territoires restent dans le noir pendant que ces territoires-là sont en train de produire beaucoup de cuivre à l'exportation qui font rentrer des recettes dans la caisse de l'État. Serge Kondé s'oppose par ailleurs à l'initiative visant à déployer des générateurs à Sakanya. Allons croire, ces équipements sont destinés à un usage privé et ne sauraient constituer une solution durable à un problème d'intérêt public. Alors il se fait que depuis 2018, l'État congolais doit de l'argent à la société zambienne. Plus ou moins 3 milliards de dollars qui sont à régler et la société zambienne ne faisait qu'à écrire des lettres de rappel au gouvernement congolais sans suite, jusqu'à ce que la Zambie a finalement coupé. Ces territoires aujourd'hui sont dans le noir. À travers cette démarche parlementaire, l'élu du Haut-Katanga dit attendre des réponses claires et précises du gouvernement. À défaut, il n'exclut pas une interpellation du ministre concerné, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Face à la menace de la fièvre afteuse dans la sous-région, la République démocratique du Congo serre la vis pour protéger son cheptel. Les autorités ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les importations de bovins, d'autres animaux d'élevage ainsi que leurs produits, lait, viande, peau et aliments pour bétail en provenance d'Afrique du Sud. Cette décision, annoncée par le ministre de la Pêche et de l'Élevage, Jean-Pierre Chimanga, fait suite à la propagation de cette maladie hautement contagieuse dans le pays voisin, après des mesures similaires déjà prises par la Zambie. La fièvre afteuse touche principalement le bovin, les porcs, les moutons et les chèvres. Si elle n'est pas rapidement maîtrisée, elle peut provoquer de lourdes pertes économiques, affecter le moyen des substances des éleveurs et fragiliser l'approvisionnement en viande des produits laitiers. Pour prévenir toute introduction du virus sur le territoire national, le gouvernement a activé plusieurs leviers. Suspension immédiate de permis d'importation, renforcement des contrôles sanitaires aux frontières, surveillance accrue les longs des zones frontalières et sensibilisation des éleveurs, notamment dans les provinces exposées. Les services vétérinaires sont également mobilisés pour faire respecter strictement ces mesures. Dans un pays où l'élevage constitue une source essentielle des revenus pour de nombreuses familles, ces décisions visent avant tout à préserver les cheptels nationaux et à éviter une crise sanitaire aux conséquences sociales majeures. Un signal fort de vigilance alors que la RDC reste en alerte pour protéger son agriculture et sa sécurité alimentaire. Quatre ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'État n'a pas effacé la douleur. À Kinshasa, au siège de l'Union européenne, diplomates, autorités congolaises et partenaires internationaux se sont réunis pour un moment de mémoire entre recueillement et solidarité. Dans une atmosphère sobre, discours et hommages ont rappelé le lourd tribut humain d'un conflit qui continue de bouleverser des millions de vies et de redessiner les équilibres du monde. C'est une chose qui est très importante en Ukraine, mais partout dans le monde. Donc nous sommes tous dans le même bateau, si vous voulez, c'est-à-dire si on ne respecte pas l'intégrité territoriale, ça pourrait être des grands problèmes, comme on voit ici en RDC aussi. Il faut vraiment travailler pour cela. C'est la raison pour laquelle la Suède et d'autres pays membres de l'Union européenne se battent pour ça, avec un soutien significatif.
Présent à cette commémoration, le vice-président du Sénat congolais a exprimé la compassion du peuple de la RDC envers les victimes. Même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui et c'est notre souhait, mais il y aura beaucoup à faire pour reconstruire l'Ukraine. C'est de la même manière aussi pour la République démocratique du Congo. Malheureusement, on ne pourra plus ressusciter ceux qui sont morts. C'est pourquoi nous disons toujours que la guerre n'est pas une bonne chose. Malgré la suprématie que semble afficher ou imposer la Russie, elle aussi, elle perd des êtres humains. Elle aussi, ces infrastructures sont détruites. Et donc, dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Voilà pourquoi il faut toujours privilégier le dialogue. Au-delà de mots, ce sont surtout les images qui ont parlé. Une exposition photographique suivie d'une projection vidéo a plongé les invités au cœur du quotidien ukrainien. Ville meurtrie, visage marqué, silence lourd de sens. 4 ans après, la guerre continue d'écrire une histoire. Et ici à Kinshasa, cette commémoration rappelle une évidence. Derrière chaque conflit, il y a de vies brisées et une attente universelle qui demeure intacte, celle d'un retour durable à la paix. Kinshasa a vibré au rythme de la création artistique. La 3e édition du Festival international de création de rencontres artistiques FICRA 3 a officiellement ouvert ses portes ce mardi à 18h au Centre Wallonie-Bruxelles. Organisé par la compagnie Yampa Création, ce rendez-vous culturel se tient du 24 au 28 février et promet 5 jours d'intenses activités. Au programme, spectacles, conférences, ateliers, rencontres professionnelles, expositions et concours interscolaires. Théâtre, contes, slam, humour, performance, musique, toutes les disciplines s'y croisent, s'y répondent et dialoguent dans un véritable esprit d'échange et de partage. Cette année, le festival accueille des artistes venus de 4 pays en plus de la République démocratique du Congo. Le Congo-Brazzaville, la France, la Belgique et le Burundi. Une diversité qui vient renforcer davantage la dimension internationale de l'événement, comme nous le confie l'organisateur. Nous avons lancé le défi de mettre en place ce festival international de création qui est en train de faire son chemin. Et nous souhaitons que ce festival aille plus loin et très loin. À l'ouverture, le public a été séduit par une prestation improvisée mêlant chant, musique, danse et comédie portée par le conteur Jules de Brazzaville et le Ballet international de la RDC. Une performance maîtrisée et audacieuse, saluée par des applaudissements nourris. À l'artiste Moalou Mouela, confiante et visiblement émue, revient sur cette expérience. Je suis parti sur un projet où j'appelais ma discographie cachée. C'était où je voulais faire écouter le public toute la musique congolaise et internationale que j'ai beaucoup écoutée, que j'ai beaucoup aimée durant des années. Et puis après on s'est dit, bon, j'ai donné le répertoire aux musiciens. J'ai dit, grâce à cette discographie, moi je vais faire un exercice que j'affectionne par-dessus tout, l'improvisation. Ainsi s'ouvre la 3e édition du Festival international des créations et des rencontres artistiques FICRA 3, une véritable célébration du génie créatif et du dialogue interculturel. De la 3e journée du tournoi zonal. Mission accomplie pour les cadets congolais engagés dans le tournoi de l'Union des fédérations des footballs d'Afrique centrale, UNIFAC. La sélection U17 de la RDC a réussi à renverser la République centrafricaine sur le score de 2-1 au stade Père Raphaël dans le cadre de la 2e journée de cette compétition. Dès l'entame, les Congolais se font surprendre par la sélection centrafricaine, techniquement à l'aise balle au pied. À la 20e minute, Brian Emery trouve le chemin de filet grâce à une frappe du pied gauche à l'extérieur de la surface de réparation. 1-0, la RCA est devant au marquoir. Blessés, les Léopards réagissent rapidement sur pénalty
6 minutes après cette ouverture de score. À la 26e minute, Exocetiti Wazafa exécute la sentence et égalise pour la RDC dans cette rencontre. Un but partout sera le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, les jeunes Congolais appuient sur l'accélérateur et trouvent la faille à la 51e minute. Del Piero Litofé donne l'avantage aux siens pour la première fois dans cette rencontre grâce à une belle frappe du pied droit. Il trouve la faille et met la RDC dans une position confortable. 2-1 au marquoir, le score en restera là jusqu'au coup de sifflet final. Et grâce à cette victoire, la République démocratique du Congo est donc qualifiée pour la Coupe d'Afrique de Nations U17 avant la dernière journée de ce tournoi face au Cameroun avec comme enjeu le titre de la zone UNIFAC. Del Piero Litofé. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur nos antennes.